tous et à toutes et re-bienvenue à cette deuxième partie du balado sur la distillerie Saint-Laurent et la distillerie Arsenal. Mon nom est Willy Bonjour, accompagné comme toujours de Louis-Vincent et de Simon Gervais. Donc, on a passé la première partie, on a parlé des gins, on a parlé du rhum aussi de la distillerie Arsenal, de même que leur gin. Et puis là, on va compléter le tout, on va clore le bal, comme on dit très bien, avec whisky, de l'acérum pour vous faire découvrir un peu plus. On va pouvoir en parler un peu plus longuement par rapport à ça, parce que l'acérum, c'est un alcool qui a, si je ne m'abuse, fait le saut tout ce qui est dans le marché québécois depuis à peu près 3-4 ans environ. Louis-Vincent peut peut-être m'aider là-dessus, mais je pense que ça fait à peu près 3-4 ans que c'est rentré l'acérum. L'acérum, ça a été, dans le fond, popularisé par une distillerie qui s'appelle la distillerie Shefford, qui a été revendue il y a plusieurs années, qui a été repris par Hugo Bourassa, qui est le président, dans le fond, de l'Association des distillateurs d'érable, on va l'appeler comme ça. Donc, c'est pas mal eux qui ont inventé le nom et qui ont décidé de le donner finalement pour en créer une appellation d'origine contrôlée sur laquelle l'association travaille fort depuis plusieurs années. C'est pas encore totalement accepté. Je suis pas super bien le dossier de ce temps-là parce qu'on vient de rentrer avec la sérum de distillerie de Saint-Laurent, puis Arsenal, on va en faire nous éventuellement aussi. Donc, oui, Joël Pelletier, qui est un des précurseurs de la sérum, OK, avec Gérald qui s'appelait, c'est eux qui ont parti vraiment tout ce mouvement-là. Mais maintenant, au Québec, on est rendu, je ne sais plus combien, mais je pense qu'il y a peut-être 6-7 distilleries au moins qui doivent faire de la sérum, là, proprement dit. Mais c'est encore petit, bien évidemment, mais tranquillement, ça prend de l'ampleur par rapport à ça. Fait qu'on on va faire en fait une déclinaison. Fait qu'on va commencer avec le whisky rye, on va aller avec le 3 grains, puis on va finir avec la sérum pour que les gens puissent comprendre un peu plus c'est quoi. Parce que pour le commun des mortels, pour la plupart des gens peut-être le savent, mais les whiskies en ce moment, ça a une recrudescence. Les gens de plus en plus vont vers le whisky. On le sait, on est vers le temps de l'hiver en ce moment, d'où on filme le balado en ce moment. On est proche de Noël. Fait que tout ce qui est whisky, des choses comme ça, oui, c'est bu toute l'année, mais surtout dans le temps des fêtes, c'est quelque chose qui réchauffe un peu plus sur le bord d'un feu, des choses comme ça, en bonne compagnie. C'est tranquillement ça qui prend un peu plus d'ampleur. Fait que là, on trouvait ça intéressant de faire découvrir ces whiskies-là parce que là, pour moi, c'est une dégustation aussi même d'une certaine façon, à l'aveugle parce que les whiskies, je les ai pas encore goûtés. Quand on a fait le premier épisode, il n'était pas encore sorti. Fait que maintenant, pour moi, c'est vraiment, on arrive là-dedans. Puis moi qui, tranquillement, je trouve que les whiskies, ça m'approche un peu plus de trouver quelque chose un peu dans la façon que j'aime beaucoup. Fait que là, je suis vraiment intrigué par comment le Saint-Laurent est fait. Puis j'aimerais ça, Louis-Vincent, tu m'expliques, c'est quoi le procédé en tant que tel du whisky rye? Oui, ben, dans le fond, la distillerie de Saint-Laurent propose présentement 2 whiskies sur le marché vraiment de la SAQ. Ils en ont fait une panoplie d'autres qui sont juste tout simplement pas sortis, qui dorment encore en barrique. Le premier que je parlais, c'était le whisky de seigle, communément appelé le rye. Dans le fond, eux, je pense qu'ils ont décidé de reprendre une genre de tradition canadienne, notre fameux whisky canadien de seigle, donc le fameux Canadian Rye Whisky, qui est un whisky tout simplement dans la terminologie qu'il comporte un minimum de 51% de seigle dans leur recette, de leur mash bill, qu'on va dire en anglais, donc leur recette de céréales. Distillerie de Saint-Laurent, eux autres, ils ont opté plus pour un 80% de seigle puis 20% d'orge maltée pour aider probablement la conversion enzymatique là, lors du brassage et de la fermentation. Fait que c'est un whisky, dans le fond, de seigle. S'il y en a qui sont amateurs de seigle, vous savez qu'est-ce que ça a comme particularité, un côté plus épicé, souvent un peu plus piquant, que les amateurs de whisky vont soit adorer ou non. Moi, je suis un gros fan de rye, un gros fan de seigle, surtout les whiskies américains. Moi, un bourbon qui a un gros pourcentage de seigle, c'est tout le temps mes préférés. Je peux le reconnaître facilement. Fait que c'est un whisky qui tire à 43 degrés d'alcool. Ils ont fait plusieurs aussi maturations en barrique avec des finishes qu'on va sortir probablement dans les prochaines années. Là, celui que vous avez là, présentement, c'est un whisky de seigle. Je crois que c'est moitié barrique neuve et moitié barrique, on va dire, de seconde main ou de seconde fill en anglais. Donc, il y avait déjà eu du bourbon probablement dedans. Je dis ça parce que ce lot-là que vous buvez présentement avait été fait par la distillerie du Saint-Laurent, donc avant qu'on reprenne ça. Donc, c'est pour moi, c'est Samuel Dufour, dans le fond, le directeur de production qui avait fait cet assemblage-là, que je connais très bien, qui est venu me donner un coup de main là, dernièrement ici en plus. Fait que je l'ai rencontré. Donc, c'est pas mal ça pour le whisky de seigle. Nous, à Arsenal, on va en faire aussi certainement. Peut-être pas exactement de cette recette-là, parce qu'on veut nous-mêmes avoir notre signature en tant que distillerie unique. Là. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est pas mal le rye whisky. Si vous voulez qu'on parle maintenant peut-être du 3 grains, qui est un petit peu quand même différent. Lui, c'est vraiment un whisky que la vedette va être beaucoup plus le maïs.
Donc, on est à 75% de maïs, si je me souviens bien, Simon, celui-là, hein, 70. 75% maïs, 15% seigle, 10% orge. Donc, toujours encore un petit peu de seigle. Le maïs, dans un whisky, va souvent apporter un côté plus rond, peut-être un peu plus sucré. Par contre, ces deux whiskies-là de Saint-Laurent, ce qui vont vraiment les démarquer, c'est vraiment leur côté céréalier assez présent. La distillerie de Saint-Laurent avait un système de brassage qui gardait la céréale à l'intérieur lors de la fermentation, ce qu'on va appeler le ferment on the grain, ce qui est très, très, très répandu dans les distilleries canadiennes et aux États-Unis. Par contre, la grosse différence, c'est qu'eux utilisaient des alambics de style écossais, des pot stills, donc pas de colonne. Donc, c'est un style de fermentation, de distillation qui va garder beaucoup plus les arômes et vraiment la totalité de la matière première, là, vraiment la signature. Donc, c'est pour ça que c'est des whiskies qui sont assez céréaliers, on va le dire comme ça. Euh, Eux, ils aimaient ça dire que c'était des whiskies de style vraiment bourbon parce qu'il y a un très haut pourcentage de maïs. Mais moi, je trouve plus que c'est vraiment comme un whisky vraiment comme propre à eux. Tu sais, ça goûte, je trouve pas que ça peut goûter comme un bourbon, ça goûte pas comme un whisky canadien. Tu sais, c'est vraiment un whisky, je trouve, qui est vraiment unique. Puis c'est tout des céréales du Québec. Fait que c'est complètement un whisky du terroir. Mais au nez, tu sens vraiment la banane, tu sais, banane mûre, tu sais, la banane qui te regarde sur ton comptoir, puis comme, hey, il fait un peu banane avec moi, là. Oui. Non, c'est vrai. Puis, tu sais, on a goûté le rye juste avant, puis tu vois, moi, ce que j'ai de la difficulté des fois avec les rye, c'est que pour le rye, pour moi, des fois, c'est très prononcé comme goût. Puis moi, j'ai de la difficulté. Tout ce qui est whisky, scotch, qui est très tourbé, des choses comme ça, trop prononcé, j'ai de la misère. Puis tu vois, là, ça coule bien, c'est léger. Tu goûtes les céréales, mais c'est pas trop prononcé, c'est juste parfait. Puis tranquillement, tu es capable d'avoir toutes les étapes de ton palais jusqu'à temps que ça coule. Puis c'est ça qui est super plaisant, je trouve. Fait que là, je vais goûter le 3 grains, mais déjà en partant, tu vois, ça m'amène à une autre gamme. J'avais goûté certains whiskies canadiens, puis pour moi, je trouvais que c'était pas la palette que j'appréciais le plus parce que pour moi, c'était trop fort en goût. Mais là, c'est quelque chose qui me fait changer totalement la vision des whiskies canadiens, puis je m'amène à penser, OK, tu vois, des fois, on met tous les œufs dans un même panier, mais là, c'est pas pantoute la même game, on change complètement. Là. Whisky canadien, ça veut tout simplement dire que c'est fait au Canada. Tu sais, je veux dire, c'est assez large, là. Parce qu'un whisky canadien, à la base, c'est souvent des whiskies plus fins, des whiskies qui vont être distillés avec des colonnes, maturés séparément. Toutes les céréales sont séparées, mais sont maturées séparément. Là, ici, on est vraiment dans un assemblage de grains lors du brassage, vraiment comme les whiskies américains, beaucoup plus. Fait que c'est ça vraiment qui, comment dire, fait la signature du 3 grains. Tu sais. Ceux-là, souvent, ils vont être vieillis en fût neuf de chêne blanc américain, majoritairement vraiment comme dans l'esprit Bourbon. Par contre, Saint-Laurent, ce qu'ils aimait beaucoup faire, puis qu'on va sûrement continuer à faire un peu comme eux, ils faisaient souvent une finition, donc un finish en barrique de bière, mais de bière foncée, de bière noire, souvent un stout, exemple, ou comme j'expliquais tantôt avec les gins vieillis, c'est un peu le même principe. Fait qu'ils faisaient des petites collaborations avec des microbrasseries du coin. Fait que là, nous, on reçoit quelques barriques bientôt là, de notre thème, justement, là, d'une bière, je pense que c'est un stout là, qui m'a dit, là, le brasseur. Là, on va faire un finish pour le 3 grains. Mais on a déjà à peu près une dizaine de barils là, qu'on a pu rapatrier de Rimouski là, lors du déménagement, là, qu'on va pouvoir sortir bientôt, qui est exactement le même 3 grains, plus ou moins le même 3 grains que vous buvez là, présentement. Là. Mais tu vois, c'est ça, comme tu dis, les petits arômes de banane au nez, mais sinon, c'est quelque chose qui coule bien. T'as vraiment, tu sais, le côté un petit peu caramel qui est plaisant. Il n'y a rien de trop prononcé, c'est super bien balancé, fait que t'es capable de tout goûter tranquillement. Puis comme tu dis, tu sais, bord d'un feu tranquillement entre amis, là, t'es dans le temps de Noël, tu manges avec grand-maman, grand-papa sur le bord, là, puis tu sais, tu racontes bonnes vieilles histoires du temps, là, c'est juste parfait, c'est super. Fait que, tu sais, vraiment, ça me fait voir une autre façon les whiskies canadiens en tant que tels, parce que, tu sais, oui, les commercialisés, les Crown Royal de ce monde, là, on n'est pas pantoute dans le même game, tout ça, c'est délicat, c'est léger, ça se boit bien, fait que, tu sais, mais, tu sais, comme tu dis, c'est un peu difficile parce que, tu sais, souvent, on en parlait avec Simon, puis c'est ça, moi qui travaille à la SAQ, tu sais, t'as vraiment des clients qui vont toujours chercher la même chose, mais là, quand tu veux déguster, tu tombes dans des choses différentes, puis chacun a un peu sa signature, comme tu dis, puis là, c'est une signature qui est super légère, puis qui, tranquillement, là, qui coule super bien. Là. Whisky, quand même, du Québec, là, il y a plusieurs distilleries maintenant qui l'ont fait, mais c'est quand même les précurseurs, quand même, distillerie du Saint-Laurent. Il y avait Maison Civaux qui en avait fait un dans le temps. Il y a maintenant distillerie Côte-des-Saints aussi qui fait partie de l'aventure du whisky depuis plusieurs années. Mais distillerie du Saint-Laurent a quand même été une des premières aussi grosses productions de masse, on va le dire comme ça, même si c'est une petite distillerie. Ils ont quand même fait beaucoup de barils là, pour avoir
accumulé au-dessus de 700 barils. Là, c'est ça, parce que c'était avant que, comme tu dis, que Saint-Laurent le fasse. Moi, j'avais pas vu. Tu sais, oui, Sivo en a fait, puis j'ai eu la chance de parler avec Sivo dans les derniers épisodes. Puis, justement, les whiskies, les gens apprécient beaucoup ça au Québec, mais se tourner vers les whiskies québécois, on dirait qu'il y a comme encore un frein vers ça. Puis c'est parce que, oui, d'accord, les whiskies écossais, c'est quelque chose, c'est fait depuis des années et des années, mais au Québec, on est capable quand même d'en faire avec des grains puis d'amener notre touche en tant que telle. C'est pas pantoute la même chose, puis c'est normal. Ça peut pas essayer de copier ce qu'ils font, mais on est capable d'avoir quelque chose qui se démarque puis qui est quand même super abordable parce qu'on le sait. Les scotch, ça monte extrêmement vite, mais là, tu sais, on parle juste le 3 grains, 57 et 25, ça a un prix qui est tout à fait abordable. Les gens peuvent se payer ça parce que souvent, c'est triste à dire, mais là, le prix, ça freine les gens. C'est un prix très abordable, tu es capable d'avoir quelque chose qui vient ici, tu encourages local. Tu as vraiment deux produits totalement différents, le rail et le 3 grains. Mm-hmm. T'en as un qui est vraiment plus sur l'épice. Encore une fois, banane au nez, mais il y en a un qui est plus banane flambée, l'autre qui est plus banane mûre. Fait que tu sais, vraiment, t'en as pour toutes les saisons de l'année. C'est ça, exactement. Oui. Écoute, je pense que les deux sont à découvrir. Tout à fait. Non. Je parlais déjà un peu des whiskies qu'on va faire à Arsenal, car on est rendu là. Ça fait déjà 1 an que je suis dans le projet, dans le but de faire des whiskies. Pour ceux qui sont venus visiter ou si jamais il y en a qui ça leur tente de venir voir nos installations, ben on est très chanceux parce qu'on a tous les types d'alambics pratiquement qui existent. On a 2 pots de style écossais, donc vraiment exactement ce que la distillerie de Saint-Laurent avait. Et en plus de ça, on a 2 alambics à colonne qui va vraiment nous permettre d'aller chercher des profils aromatiques complètement différents puis créer vraiment des whiskies, comme je dis, sky is the limit. Là. Faire un whisky très, très goûteux sur la céréale, un peu comme celui de Saint-Laurent, ou faire un whisky très canadien, comme J.P. Wiser, Crown Royal ou Canadian Club de ce monde, ou aller chercher un whisky très, avec beaucoup d'ester et beaucoup de congénères, là, très, très, très prenants, comme des bourbons, exemple. On va pouvoir aussi. On a même une machine qui nous permet d'enlever la céréale pour fermenter sans la céréale, donc pour faire des whiskies vraiment très écossais. Puis là, avec l'alambic sous vide en plus, qu'on vient de se rajouter comme possibilité, ben là, écoute, je suis comme un enfant dans un magasin de jouets. Là. Moi, mon but, c'est dans quelques années, c'est de reprendre autant des barriques de Saint-Laurent qui avaient été faits versus des whiskies qu'on va avoir fait ici, puis là, m'amuser à créer des whiskies d'assemblage, mais québécois, un peu comme ils font en Écosse. Ça ne sera peut-être pas des single malt pour une seule distillerie, mais on va quand même pouvoir s'amuser à faire un genre de Highland, ou je ne sais pas comment l'appeler. Ça va être un style de whisky québécois, mais un assemblage qu'on va faire nous-mêmes. Fait que ça, c'est pas mal là-dedans qu'on s'enligne. Essayer de faire tous les styles de whisky qu'il y a, dans le fond, pas les styles de whisky, mais toutes les cultures de whisky qu'il y a eu. Quand vous faites la visite chez Arsenal, il y a une partie qu'on explique clairement toutes les manières de faire des whiskies dans le monde. Puis c'est un peu ça ici qu'on va essayer de faire. Parce que ça me fait penser parce que, bien évidemment, on ne va pas se le cacher, le marché du spiritueux au Québec a explosé totalement depuis la pandémie. Fait que, y a-t-il une raison pourquoi, justement, Arsenal veut se lancer aussi dans les scotch? Parce que c'est en trajectoire qui est vraiment montante ou c'est juste parce que on va essayer de montrer qu'au Québec, on est capable de faire des aussi bons whiskies travaillés que ce qu'on est capable de faire à travers le Canada puis même à travers l'Écosse. C'est vraiment de démocratiser le produit, justement pour que Lou Vincent, comme l'expliquait, d'avoir les différents styles, de le mettre sur le marché. C'est sûr que si on compare au gin, actuellement, le gin a encore plus de place que le whisky dans le marché. Mais c'est quelque chose qui gagne à être connu. Puis ne se le cachons pas, ça reste la chose amusante pour les utilisateurs, pour nous, pour vous en SAQ, c'est notre petit nanane. OK, d'accord. OK, d'accord. Oui, puis le whisky, on s'entend que c'est, un des alcools distillés, peut-être pas les plus nobles, mais les plus primés. T'sais. Oui, il y a des eaux de vie, il y a des cognacs, mais le whisky, ça reste comme un peu mythique pour beaucoup de gens. Donc, chaque distillateur ou en tout cas actionnaire de distillerie, le fait de faire un whisky, c'est comme l'apogée un peu. Souvent, ça va être comme la dernière étape, puis aussi, je ne vous le cacherai pas, la plus difficile aussi parce que je fais un produit que je vais boire dans 4-5 ans. C'est long là, avant de se réguler sur une recette. Là. Tu fais une recette de gâteau, mais tu ne goûtes pas avant 5 ans dans le four. On s'entend-tu que c'est ça, c'est que tu peux en faire pas mal de batches qui sont pas bonnes avant de te rendre compte qu'elles n'étaient pas bonnes. Fait que faire des whiskies, c'est un petit peu du gambling, là, excusez l'anglicisme, là, mais c'est un peu ça quand même. Là. Mais en même temps, c'est ça la beauté de la chose, c'est que je voudrais recréer le même whisky dans une autre distillerie, je ne serais pas capable.
à cause de mes équipements, à cause de ma barrique que je vais avoir, à cause de mon chai de vieillissement. Fait que le whisky, c'est un peu ça. Et un des principaux actionnaires de la distillerie Arsenal, ben, il venait de la bière aussi. Donc, c'était quelqu'un qui avait tout le temps le goût de la fermentation, de la céréale. Donc, ça allait de soi qu'on allait avoir un ensemble complet fait pour faire des whiskies, ou du moins un alcool neutre, pour être finalement du grain à la bouteille sur certains produits, ce qui veut dire qu'on va produire notre alcool neutre sur place avec des céréales québécoises, au lieu d'acheter, exemple, de l'alcool neutre de l'Ontario pour certains produits. Ben, on va faire notre alcool neutre sur place pour une gamme de produits en plus de nos whiskies. Fait que c'est un peu ça. Puis moi, je vous avoue, je suis très, très, très content aussi qu'il y ait ça, là, parce que c'est sûr que je viens quand même de ce milieu-là, là, le milieu du grain à la bouteille, là, donc de prendre une céréale, de la cultiver, de la fermenter, de la distiller sur place, puis de la faire maturer. Fait que oui, ça, c'est mon petit bout qui me passionne un peu plus, comme vous pouvez voir peut-être, là. Mais c'est ça qui est plaisant parce que oui, on le voit, tu sais, tranquillement. Ça, on appelle, excusez-moi encore l'anglicisme aussi, mais le farm to table, la ferme à la table, tu sais, vraiment de l'utiliser au complet, de faire pousser ses propres grains, puis de tranquillement après ça les distiller puis de le faire. Je pense que de plus en plus de distilleries veulent le faire parce que tu sais, tu te rattaches encore plus. Tu te dis, regarde, on peut dire que le produit, ben, il est 100% local. On a poussé les grains sur notre propriété, on l'a avancé, on l'a fait, tu sais, on est capable d'être encore plus fiers que tout est fait, la manutention de A à Z au Québec. Exact. Arsenal, par contre, on n'aura pas de terre agricole, mais par contre, on fait affaire avec tous des producteurs relativement, je dis locaux le plus possible, à quelques kilomètres de la distillerie. L'ensemble de nos résidus, nos drèches vont être retournés à des producteurs, soit d'agneau du coin. J'avais même travaillé avec une autre distillerie dans le temps, on avait fait des tortillas avec nos drèches de maïs. Donc, c'est un projet ici qu'on peut revaloriser tous nos résidus pour être en économie circulaire le plus possible. On regarde déjà pour avoir certaines subventions pour nous aider à réaliser des gros projets comme ça, là, pour réduire notre empreinte énergétique aussi un peu, mais bon, là, on change un peu de sujet, là, Mais non, mais tu restes quand même dans le même sujet parce que, tu sais, veux pas, tout est tellement rendu cher, le coût de la main-d'œuvre, le coût même des aliments en tant que tel. Fait d'être capable de l'utiliser au maximum, ça fait que, tu sauves, tu aides les autres autour de toi. Fait que veux pas, c'est une roue qui tourne, puis après ça, ben, tu rejettes le moins de déchets possible dans l'environnement. Fait que, encore plus, c'est écologique de ce côté-là, là. Puis les spiritueux, on ne se cachera pas, c'est la production d'alcool qui est le plus énergivore et le moins, on va le dire, écologique à la base, à cause que ça prend énormément d'eau et qu'on joue avec l'énergie. Tu sais. Je prends l'exemple du gaz naturel pour chauffer un liquide. Puis après ça, je prends de l'eau froide ou de l'électricité pour le refroidir. Fait que je suis tout le temps entre le chaud et le froid. Tu sais, j'utilise l'énergie pour chauffer, j'utilise de l'énergie pour refroidir. Je veux dire, c'est de la perte d'énergie pure. Fait que si on est capable, comme nous à la distillerie, ben, notre circuit de refroidissement est en circuit fermé. Donc, c'est notre eau froide qui devient notre eau chaude qui devient notre eau froide. Fait qu'on essaie le moins possible de jeter de l'eau dans le drain juste pour l'utiliser pour sa chaleur ou sa froideur. Mais c'est pas évident, là. Tu sais, comme je dis, c'est de loin par kilo ou par litre d'alcool, l'alcool qui est le plus dispendieux d'un point de vue comment dire, environnemental à produire, malheureusement. Okay. Puis ben, justement, le temps que Simon va nous servir la sérum, j'aimerais que tu me parles un petit peu plus de la sérum en tant que telle. Parce que pour le commun des mortels, la sérum, c'est quelque chose qui est encore un petit peu moins connu. Les gens ne savent pas exactement c'est quoi. Fait que j'aimerais que tu expliques aux gens c'est quoi exactement la sérum. En gros, d'une manière simple, c'est pratiquement la même chose que du rhum, sauf qu'au lieu d'utiliser une matière première qui est la canne à sucre comme matière fermenticible de sucre simple, on va le dire comme ça, c'est l'utilisation de l'érable sous toutes ses formes, ce qui veut dire le sucre d'érable, le sirop d'érable, juste l'eau d'érable, tant que ça provient de l'arbre. Le cahier de charge de la sérum est relativement épuré. Donc, en gros, tout ce que ça dit, c'est que pour faire un sérum, je ne peux pas mettre tout ce que je veux dans mon mou. C'est du sirop d'érable ou de quoi de l'érable, des levures, de l'eau, peut-être une certaine source de nutrition à levure est acceptée, mais ça finit là. Une fois que le spiritueux est fermenté et distillé, à part le mettre en barrique et rajouter de l'eau, je ne peux rien faire d'autre. Ce qui veut dire que je ne peux pas rajouter un colorant comme dans certains rhums ils vont le faire. Je ne peux pas rajouter d'arôme pour l'aromatiser comme il y en a qui vont le faire. Je ne peux pas rajouter de sirop d'érable pour lui donner un petit goût sucré. Donc, le but, c'est qu'on garde l'esprit de l'érable. Par contre, là où que le consommateur, des fois, a un peu de difficulté, puis je les comprends, c'est que, premièrement, il y a beaucoup de rhums sur le marché qui sont très sucrés. Fait que déjà là, rhum à sérum, ils s'attendent quasiment à ce que ça goûte sucré. Ensuite, rhum d'érable ou, bref, eau de vie d'érable,
on s'entend à ce que ça goûte l'érable. Mais l'érable, c'est un sucre qui est complètement fermenticible, un peu comme le miel. Tu sais, je veux dire, c'est un sucre qui ne reste pratiquement pas de résidus, encore moins de résidus aromatiques. Donc, c'est très difficile d'avoir vraiment un goût d'érable franc, sans avoir le sucre. C'est pour ça que les gens, quand ils goûtent à ça, ils s'attendent à quelque chose de très sucré, puis qui goûte vraiment l'eau d'érable. C'est pas tout à fait ça qui arrive. Puis on s'entend que l'industrie est assez jeune. Ça fait quoi? 5, 6, 7 ans à peu près là, que l'acérum existe. Là. Tu sais, si on boit des rhums qui ont 10, 12 ans dans d'autres pays, mais je comprends qu'on les trouve super bons, mais l'acérum le plus vieux au Québec, je ne sais même pas il y a quel âge présentement, mais il n'y a pas 10 ans, là, tu sais, fait que ça aussi, il faut qu'on développe notre expertise, puis faire fermenter du sirop d'érable, c'est pas comme faire fermenter de la mélasse. Tu sais, moi, j'en ai juste fait un petit peu chez moi autour des petits alambics, mais c'est Arsenal que je vais commencer à en faire vraiment pour vrai, même si je côtoie le milieu depuis quelques années. Fait que j'ai vraiment hâte d'essayer ça pour la première fois moi-même, essayer de faire un acérum. C'est que c'est assez dispendieux, ça ne le cachera pas, là. 1000 litres de sirop d'érable, là, c'est pas donné, là. Fait que quand tu essaies de faire une batch, tu essaies de pas te tromper parce que ça coûte cher. Mais c'est ça. Fait qu'on, on va en faire, nous, c'est sûr, Arsenal, c'est sûr qu'on va en faire. Mais là, pour le moment, ben, on est très chanceux. On a quand même Distillerie de Saint-Laurent qui nous a permis là, de moins d'embarquer dans l'aventure puis de déjà pouvoir proposer un acérum. Là. Mais justement, que tu parles que ça se ressemble un peu au rhum. Fait qu'un peu, c'est d'essayer. Est-ce que ça serait une bonne idée d'essayer d'étudier la façon que ce que les grandes maisons font du rhum depuis des millénaires, des années, c'est d'aller vraiment vers au là? niveau d'éduquer les clients. T'sais. Autant un rhum blanc, personne ne va acheter un rhum blanc puis boire un rhum blanc straight. C'est fait pour faire des cocktails, tu ne trouveras pas ça agréable à boire. Même chose avec un acérum blanc, c'est un peu rough. T'sais, à partir de 3 ans, on a vraiment un côté agréable. On fait le parallèle au rhum. Moi, je dénote aussi des petites pointes de whisky, mais au nez, tu es à cabane à sucre, en bouche, c'est alcool, c'est boisé. Fait que d'où le parallèle qu'on fait avec le rhum. C'est un rhum âgé, c'est tout le temps plus agréable à boire qu'un rhum blanc ou un rhum jeune. Ça goûte pas le rhum du tout. C'est ça aussi, je trouve. Ils ont trouvé le nom acérum, qui est un super nom, c'est super. Par contre, ça goûte pas le rhum. Fait que les gens s'attendent à ce que ça goûte le rhum quand c'est un produit à part entière et unique, l'acérum. Ça goûte, comme je dis, est-ce que ça goûte l'érable? Oui, mais peut-être pas comme les gens s'attendent. Je veux dire, c'est subtil, là. Oui, on peut dénoter des goûts d'érable. Puis il y a plusieurs distilleries qui le font. Si vous prenez celui de la distillerie du Témiscouata, qu'eux utilisent une colonne. Si vous prenez, mettons, Shefford, que d'autres, qui ont un alambic qu'on appelle le high style, qui est complètement différent. Il y avait Saint-Laurent qui prenait le pot style. Déjà là, ils ont des alambics complètement différents. Donc, le goût est déjà vraiment différent. Il y a des distilleries Métis aussi qui en fait une excellente. À Montjoly, eux autres aussi, ils utilisent la colonne. Fait que, tu sais, l'acérum est tellement jeune, comme on dit, que c'est très difficile encore pour le consommateur de se faire une tête parce qu'il peut tomber sur un acérum qui fait « Oh non, c'est vraiment pas dans ma palette ». Mais peut-être l'autre acérum à côté, il l'aurait vraiment adoré parce qu'il est fait d'une autre manière ou il a été distillé d'une autre manière. Fait que c'est un peu là qu'on est, je pense, présentement dans l'acérum. Puis Simon, tu peux en témoigner, le présentement, quand tu arrives avec ce produit-là en succursale pour le présenter ou c'est vraiment pour une clientèle qui cherche des produits origine Québec, qui est ouvert, qui aime le goût de l'alcool, qui veut essayer des trucs. On se le cachera pas, là, 69 $, tu peux pas dire au client pour faire des cocktails. C'est vraiment quelque chose qui est agréable à boire. Donc, si tu n'aimes pas le goût de l'alcool, versus si tu aimes le goût de l'alcool, c'est vraiment quelque chose à découvrir, à partager encore une fois. C'est unique, même si c'est pas un rhum, c'est notre rhum québécois. Puis juste le fait de le faire vieillir en barrique, ça change tout. Là, si vous venez visiter la distillerie à Québec, si je ne m'abuse, il reste des bouteilles d'acérum 5 ans en fût de Calvados. Fait que déjà là, on voit la texture, le mouthfeel bien changer. Mais c'est vraiment, encore là, c'est le temps qui va faire les choses. On va voir le produit évoluer là, au fil des années. Mais déjà là, à 3 ans, quelque chose d'agréable à boire, là, soit comme ça ou avec une petite glace. C'est vraiment en mode dégustation. Mais le feedback qu'on a eu des gens en succursale qui ont goûté, c'est « Ah mon Dieu, au nez, ça sent pas comme ça goûte ». Non, mais tu vois, c'est fou, hein? Non, mais c'est exactement ça. Au nez, j'ai l'impression, tu sais, le fameux classique des biscuits à l'érable. Ouais. C'est ça que, au nez, c'est ça que ça sent, je trouve. En bouche, c'est alcool, c'est boisé. D'où le Exactement. lien qu'on fait. Non, c'est pas comme un rhum, bien sûr, mais c'est le lien le plus proche qu'on va faire. Mais c'est quelque chose c'est ça qui coule super bien, qui est léger, mais comme tu dis, ça va pas goûter la même affaire que tu sens, mais quand même, tu es capable de faire le lien. OK,
tu as l'érable que tu veux, puis c'est ça que t'expliquait Louis-Vincent, c'est que l'érable est présent, pas nécessairement au goût, mais au nez, on va le recevoir, puis après ça, quand tu le goûtes, c'est pas ça, puis il faut pas s'attendre à ça non plus, mais tu perçois quand même au nez l'érable, fait que les gens qui aiment l'érable vont le percevoir au nez, puis les gens qui aiment ce petit alcool fort du côté du rhum, du whisky, vont être capables de trouver ce qu'ils aiment, fait que c'est un bel entre-deux, j'ai l'impression, puis honnêtement, tu sais, moi j'en avais goûté un seul, la sérum avant, puis moi je me suis dit, ben tu sais, je m'attendais à plus un petit peu, bien franchement, puis honnêtement, là, je suis quelque chose que, tu vois, quelque chose à ce que je m'attendais vraiment, c'était, OK, c'est pas ça goûte l'érable en tant que tel, ça change totalement, mais c'est un hybride entre un rhum, un whisky, ça sent un peu l'érable, mais ça goûte vraiment ce que les gens aiment du côté de l'alcool, puis c'est un beau mix, ça fait c'est un beau mix, je m'excuse l'anglicisme, mais c'est ça. C'est un Je beau suis mélange. très content de recevoir ça en cadeau. Très content. J'avoue que je chialerai pas non plus. Comme je dis, c'est pas un rhum, c'est pas un whisky, c'est un acérum, ça existe. C'est nouveau, fait il faut juste y goûter et se faire une tête là-dessus, tout simplement. Tu sais. C'est ça qui est important, c'est de comprendre que, vous l'avez vu, si les gens qui ont écouté la première partie, maintenant la deuxième partie, vous allez voir qu'on a des produits qui totalement sont différents de l'un à l'autre, mais c'est des produits qui sont tellement intéressants puis qui changent un peu la perception. On le sait, le gin, c'est quelque chose qui est tellement populaire au Québec, on a de plus en plus, on en a une panoplie même. Mais là, de voir qu'on a différents aromates, différentes façons de faire le gin, puis là, maintenant, on arrive avec une autre gamme qui est les whiskies, les acérums, tout ça, on est capable de trouver tranquillement des choses que tout le monde aime un peu. Parce que moi, je le remarque un peu plus, les gens, les whiskies, c'est quelque chose qui est très populaire, c'est ça que les gens aiment le côté chaleureux, chaud, ça vient un petit peu brûler dans la gorge, mais pas trop, fait que tu sais, c'est intéressant. Mais là, on est capable de faire quelque chose au Québec aussi qui était vraiment intéressant, puis qui appelle à ces certaines personnes-là, puis nous démarque. Je suis pas en train de dire que c'est la même chose que ce qui est fait en Écosse, puis c'est pas ça le but. C'est tranquillement, nous autres, au Québec, trouver des produits qui vont se refléter sur ce que nous, on fait, puis être capable d'être fiers de faire ces produits-là, puis on est capable de le faire avec 2 whiskies et un acérum. Puis au-delà de ça, dans l'environnement dans lequel on vit, au Québec, on a 4 saisons totalement différentes. Ouais. Mais je pense qu'on peut avoir 4 alcools qui accompagnent chacun des moments au niveau des saisons, au niveau de la température, au niveau des éléments qu'on va avoir. Fait que je pense qu'on a un très bon portfolio sur lequel on peut être fier. Absolument. Puis ce que tu dis est très important, c'est ça. On est très chanceux au Québec d'avoir 4 saisons, puis on est capable d'associer certains alcools à ces saisons-là. Puis je pense que c'est important de le mentionner parce qu'on a un climat qui est très unique. Fait que on a justement, que ça peut être un rosé en été, que ça peut être un rhum durant le temps des fêtes pour réchauffer, ou un whisky, ou même pendant soit un rhum and coke parce qu'il fait bien chaud sur le bord d'une plage. Tu sais, moi, mais en printemps, ça peut être un petit vin blanc qui est tout frais, tout ça. On est chanceux d'avoir ces 4 saisons-là. C'est ça qui nous démarque. Puis de voir que ces produits-là, justement, peuvent aller vers les saisons. On le sait, on est conscient que ces 4 saisons-là, bien, de plus en plus, on devrait associer ce qu'on boit, ce qu'on mange selon les saisons pour être capable d'aider le plus. Bien, je pense que c'est une belle façon de le faire. Puis je l'ai répété dans plusieurs épisodes, puis je suis très conscient. Pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Vous allez voir que ce soit acheter une petite bouteille à la SAQ, que ce soit d'acheter un fromage, que ce soit d'acheter un céleri ou même que ce soit d'acheter une botte d'asperges quand c'est la saison. Tous ces petits gestes-là font une différence pour ces entreprises-là. C'est important d'encourager local, d'aller chercher ça parce qu'honnêtement, c'est comme ça qu'on va pouvoir redonner puis on a tellement des beaux produits. Puis je sais que des fois, le prix, ça fait peur, ça fait ci, ça fait... Tu sais, c'est pour le portefeuille. Je suis conscient du contexte économique. Mais tu sais, ça peut être un petit geste par mois. Ce petit geste-là, ça fait une différence pour ces entreprises-là, puis ça permet de voir que, hey, au Québec, là, on a des beaux produits, puis il faut les encourager. Tu sais, je comprends ça, mais il faut l'encourager, puis ça va permettre qu'à long terme, on va être capable de plus en plus d'avoir de produits locaux. On va avoir moins d'importations peut-être, puis on va pouvoir faire que, au Québec, on n'a pas besoin d'aller ailleurs, chercher ci, chercher ça. On a ces produits-là ici, on le fait. Oui, ça coûte peut-être 1, 2, 3 piastres de plus, mais c'est parce que si à long terme, on l'achète de plus en plus, bien, le prix va baisser aussi, ça donne plus Mais au-delà de ça, Olivier, les gens ne le font pas juste pour encourager les entreprises, ils le font pour eux aussi, il y a du qualitatif relié à ça. Tu sais, c'est pas juste dire « je paye plus parce que ça vient du Québec », c'est « je paye plus parce que c'est un produit différent ». Qui se démarque, de qualité. Tu sais, dans la vie, tu payes tout le temps pour ce que tu as. Ouais. Donc, tu sais, à un moment donné, il y a un choix que tu fais monétaire, mais il y a une valeur. C'est pas juste une valeur perçue, c'est une valeur qui est tangible dans laquelle tu vas avoir des aliments de meilleure qualité avec tes différentes. Oui, tout à fait. Non, mais c'est exactement ça. Oui, on a tellement de belles qualités au Québec sur les produits, que ce soit les légumes, que ce soit les alcools. On est chanceux qu'on fait des produits de qualité, exactement. Puis, tu sais, moi, j'ai pas peur de dire, je vais payer pour un produit québécois parce que je sais que la qualité est là, le savoir-faire est là, les gens travaillent tellement fort, fait que d'encourager ça tout au long,
pour moi, c'est tellement important, puis il faut le faire. On n'a pas le choix. Puis, je suis fier de dire que j'achète des produits locaux, puis je vous le dis à la maison, tu sais, le but pourquoi ce balado-là était parti, c'est de vous faire découvrir ces produits-là, puis d'essayer de faire « Hey, je connais pas, je sais pas, la distillerie Saint-Laurent, la distillerie Arsenal, que ce soit le vignoble du Ruisseau, que ce soit n'importe quelle fromagerie, c'est de vous faire découvrir ces produits-là, les démystifier, vous les faire goûter, puis tranquillement, après ça, on fait « Hey, on achète local, il y a des beaux produits, il y a de la qualité, c'est important. Parce qu'on ne peut pas tout savoir les produits qu'il y a à travers le Québec. Il y en a bien trop, puis c'est tout à fait normal. Mais après ça, tranquillement, on va un épisode à la fois, un produit à la fois. On est capable tranquillement les connaître par rapport à ça. Mais je voulais te remercier énormément, merci beaucoup, Simon. Olivier. Ça m'a fait plaisir. Ben, écoute, c'était un plaisir partagé. Merci beaucoup aussi à la Merci au Ciboire de nous avoir Merci à pour les fish Ciboire and aussi. chips. Absolument. Essayez les trios de fish and chips, c'est délicieux. Les fish and chips, les bières, oui, Simon l'a dit, c'est vrai. Merci beaucoup à Ciboire de nous avoir accueillis. Ils nous ont accueillis sur leur belle mezzanine. On parle de la succursale qui est sur Notre-Dame-Ouest, d'avoir pris le temps. Si vous voulez une bonne bière, un bon temps, une belle ambiance, venez aussi boire. Un énorme merci à eux de nous avoir accueillis. Donc, pour vrai, ça vaut la peine énormément de venir ici. Tout ça. Merci beaucoup encore à vous à la maison. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve très bientôt. Merci à Louis Vincent. Merci à Louis Vincent qui est là maintenant, qui est avec nous. Tout ça qui est de retour. Et puis, on se retrouve très bientôt dans un épisode du balado Manger québécois. Mais entre-temps, n'oubliez pas de manger québécois. Passez de joyeuses fêtes. Salut! Joyeuses fêtes!